Du 19 au 29 novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Bonne Bonne, une production de Nervous Hunter. 3 femmes d'origine chinoise explorent enfance, tradition et identité avec humour et audace. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. C'est l'heure pour la chronique du Théâtre Cercle Molière, épisode 2 si on veut, où nous allons maintenant parler de la prochaine pièce qui va monter sur les planches du Cercle Molière, et c'est la pièce Bonne Bonne. C'est avec grand plaisir que j'accueille ici la responsable de la médiation culturelle et du développement des publics, Charlotte Cagugnol. Bonjour. Bonjour. Et accompagnée Sophie G, metteuse en scène, coproductrice, comédienne de la pièce, personne avec beaucoup de rôles. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors lançons-nous dans la pièce qui sera présentée prochainement ce mois-ci déjà. C'est vraiment excitant de le dire. C'est la pièce Bonne Bonne. Sophie, si on peut juste commencer à juste un petit peu parler de cette pièce. C'est quoi l'histoire qu'on partage ici? OK. Oui, c'est l'histoire de 3 femmes chinoises, Sophie, Mélie et Charo. Et c'est le même nom que les performeuses. Moi, je m'appelle Sophie. Et il y a Charo Futaiwei et aussi Mélie Ng qui est dans le spectacle. Et dans la pièce, Sophie a invité ses 2 amies pour voir un film, une petite vidéo qu'elle a fait, qui est une adaptation de la pièce de théâtre Les Bonnes de Jean Genet. Et aussi, elle invite ses amis de cuisiner, de faire le sauce chili pendant qu'elle voit le film. Voilà, d'accord. Vous venez juste d'arriver, de ce que je comprends bien, toi, Sophie, le reste de votre équipe à Winnipeg. Oui. Donc là, vous commencez à vous installer là pour vous préparer. Comment ça se passe déjà pour vous autres? Oh, c'était excellent. C'est un très beau théâtre ici à Cercle Molière. L'accueil est vraiment chaleureux. On est vraiment contente d'être ici. Et Mélie était là, je pense, la saison dernière pour 1, 2, 3. Ou il y a 2 semaines. D'accord. 2 saisons. Oui, alors elle déjà connaît le Cercle Molière, mais pour nous autres, c'est notre première fois. Oui, 1, 2, 3, c'était une grosse production avec beaucoup d'acteurs, je me rappelle. Absolument. Une quarantaine, je crois, de comédiens sur scène. Incroyable. Ouais. Moi, du coup, Sophie, j'ai une petite question pour toi par rapport à t'as précisé que c'était les mêmes prénoms que les actrices. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une volonté autobiographique? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que c'est votre histoire que vous racontez sur scène? Oui, absolument. Il y a un côté documentaire dans la pièce. Alors, beaucoup de ce que Mélie, Charo et moi, ce qu'on dit dans le spectacle, et c'est pris de nos discussions pendant le processus de création. Alors, Tamara Nguyen, qui est la co-autrice, elle était à côté et elle écrit toutes les choses qu'elle trouve intéressantes pendant qu'on parle de le racisme intériorisé ou le fait que nos formations en théâtre est vraiment occidentale aussi, ou des choses qu'on pense de la Chine en ce moment aussi. Alors c'est vraiment une écriture de plateau, quoi. Vous êtes vraiment partie de votre expérience. Oui, okay. Oui. Ce côté, oui, et à l'autre côté, il y a le film, l'adaptation des Bonnes, Les Bonnes, et ça c'est écrit principalement par Tamara. Ok, d'accord. Sophie, vous êtes coproductrice, co-écrivaine, comédienne aussi. Puis je suis curieuse à savoir justement pourquoi et comment vous vous êtes servi de la pièce Les Bonnes pour ensuite utiliser un peu ça pour raconter l'histoire qui est quand même tout à fait unique, Bonne de votre pièce. Je pense que j'ai commencé toujours avec des questions ou des sentiments qui est fort en moi, et je voulais toujours inviter les autres pour explorer et creuser un peu plus en ces sentiments. Et quand je travaille comme ça,
souvent, il y a des histoires personnelles qui émergent, qui sont plus intéressantes que la fiction. Alors, j'ai intégré beaucoup de moi-même dans les spectacles. Alors, pour cette raison, c'était pas nécessairement le but au début d'être dans le spectacle, mais petit à petit, quand je faisais la création, j'ai réalisé qu'il y a toujours un enfant blessé en moi qui est en rage et qui veut s'exprimer. Et finalement, Tamara m'a dit, non, toi, tu faut être dans la pièce. Et alors, moi, je joue encore. Et c'était la même chose pour mon pièce antérieure aussi. D'accord, d'accord. Il y a quelques semaines, on a eu une petite rencontre pour un peu parler de la pièce et tu m'as parlé du rituel cantonais, il me semble, qui s'appelle le villain hitting. Ça veut dire frapper le vilain. Est-ce que tu peux sans un petit peu spoiler ce qui va se passer dans la pièce, mais on va avoir une petite aperçu de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est ce rituel cantonais? Oui. Alors, c'est un rituel on peut dire que c'est un rituel de vengeance qui vient de la sud de la Chine et qui était interdit pendant la révolution communiste. Mais cette pratique existe toujours en Hong Kong et aussi en Sud-Asie, dans les communautés chinoises de la diaspora. Et si quelqu'un qui te fait mal ou qui est mauvaise influence sur toi, et c'est pas nécessairement une personne aussi, ça peut être comme un concept ou quelque chose comme le COVID. On va aller à une personne qui performe le rituel pour toi, qui souvent est une femme âgée, et à Hong Kong, il y a une place particulière où on peut pratiquer ce rituel. C'est en dessous un pont qui est un espace fameux, et on donne le nom de la personne qui te fait mal, et la vieille femme écrit le nom sur une pièce de papier, et elle prend un soulier et elle dit une malédiction en frappant la pièce de papier. Mais c'est comme on peut exprimer nos rages, mais dans une façon que c'est quelqu'un d'autre qui frappe. Alors, la personne qui a été fait mal, c'est juste, on peut juste voir le rituel. On fait rien. C'est quelqu'un d'autre qui frappe le papier. Et après, un aspect très important pour moi sur le rituel, c'est le rituel se termine avec des bénédictions. C'est aussi, il y a un aspect de guérison. Alors on peut comme expulser nos sentiments de rage et le désir pour la vengeance, mais ça se termine avec la bénédiction aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir sur scène pendant la pièce? Oui. Wow, d'accord. Oui, parce que les bonnes, ce qui m'intéresse dans les bonnes de Jean Genet, c'est l'aspect de le désir pour la vengeance. Mais comme en tant que femme chinoise, je veux exprimer mon désir de vengeance dans une façon plus proche de ma culture. Alors, pendant le processus de la création, quelqu'un a dit, ah oui, il y a cette rituel. Et tout à coup, je pensais, oh my God, j'ai complètement oublié de ça, mais je me rappelle de ça en Malaisie, où mes parents sont nés et ont grandi, et ils font ça dans la communauté chinoise. Wow, c'est fascinant. Puis ça me fait vouloir parler justement de tous les thèmes qu'on aborde dans cette pièce. Il y a beaucoup, je pense. Justement, on parle de l'identité chinoise, on parle de la honte, la fierté, les traditions, la colonisation, la puissance financière et d'autres choses comme ça. Il y a le power imbalance, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on approche tous ces thèmes-là dans cette pièce bonne? Il y a beaucoup, puis c'est puissant aussi comme sujet. Oui, je pense que c'est parce que on
on prend toutes les idées, mais c'est une histoire, à la base, c'est une histoire très personnelle. Et tout le monde peut comprendre ça. Mais toutes des choses est mêlées dedans, comme la fierté de la Chine pour l'augmentation de le statut économique, c'est bon dans une manière, mais à l'autre côté, la Chine fait beaucoup de choses qui n'est pas bon et qu'on peut dire que c'est la néocolonisation. Mais en même temps, il y a des sentiments de quand on était jeune, de rejet. On veut rejeter notre identité chinoise. Et on voulait être blanche. Mais quand on est plus âgé, comme adulte, on réalise, c'est pas assez mal de embrasser nos cultures et accepter nos héritages. Alors, toutes les choses est vraiment liées. Et aussi, je veux parler de désir d'être blanche dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Parce que en tant qu'artiste racisé au Canada, dans l'Ouest, en Occident, ma formation était très occidentale. Alors, il y a la question dans la pièce où une personne, Mélie, m'a demandé pourquoi tu travailles sur une pièce d'un vieux homme blanc. Mais c'est parce que j'ai grandi ici. Et c'est ce que j'ai appris à l'école. Quand j'ai fait ma formation, j'ai aucune idée des artistes chinois ou même asiatiques. C'est une pièce qui est en tournée. Oui. En ce moment. Puis, ça fait déjà quelques présentations que vous avez faites devant le public. Comment ça se passe déjà avec les gens qui viennent voir votre pièce? Comment a été un peu la réaction du public jusqu'à maintenant? C'était vraiment spécial pour nous, surtout si on a des Asiatiques qui le voient. Ils sont vraiment émouvés par le spectacle. Ils se sentent comme écoutés, on dit ça, like they feel heard or understood. Ils m'ont dit, vous avez exprimé des choses que je pensais, mais j'ai trop honte de parler, de s'exprimer moi-même. Mais c'était pas juste les Asiatiques. Il y a des gens qui viennent je me rappelle un homme qui vient du Liban, une femme qui a un héritage grec et une Mexicaine. Elle m'a dit, vous avez fait un spectacle pour nous tous, comme des immigrants de la première ou deuxième génération. Mais pendant à Montréal, on a aussi fait une tournée dans les maisons de la culture qui est plus dans les quartiers et le public est plus âgé et aussi, je dirais, blanc, québécois de la souche. Et ils m'ont dit, j'ai pas pensé de ça, j'ai pas réalisé que c'est assez difficile pour des enfants d'immigrants quand il est ici et la pression d'assimiler. Alors ça aussi, ça me touche. Mm-hmm. Oui, je dirais un petit peu, moi, quels sont les impacts que tu penses que cette pièce peut encore avoir aujourd'hui en rapport avec les inégalités sociales ou de genre dans la société par rapport à la pièce? Je pense que c'est intéressant parce que quand j'étais jeune, les Chinoises, surtout les Chinois de la Chine, étaient pauvres. Et maintenant, il y a beaucoup des Asiatiques riches et il y a le phénomène de Crazy Rich Asians. Mais la question, c'est toujours, si on était un groupe de personnes qui est en bas de l'échelle, qu'est-ce qu'on fait quand on est en haut d'échelle? Est-ce qu'on juste fait la même chose, on reproduit l'hierarchie, comme on va opprimer les gens qui ont moins de pouvoir, ou est-ce qu'on peut faire un nouveau
une nouvelle façon de vivre ensemble, parce que c'était pas sain. On peut pas continuer comme ça. Ok. Super, c'est une bonne, c'est une bonne morale, je trouve. C'est vrai, absolument. Ben c'est puissant. Puis j'ai entendu dire aussi que avant une des présentations, Marie-Ève Fontaine va justement avoir une conversation avec d'autres qui portent sur l'identité asiatique aussi, et puis comment ils reflètent ça dans leur journée dans leur vie de tous les jours et professionnelle aussi. Donc, tu sais, il y a des vraiment belles conversations à avoir suite à cette pièce de théâtre-là. Donc, ça me vient aussi à me poser comme question, lorsqu'on a produit cette pièce, qu'on l'a écrit, quel était le souhait d'avoir que le public retienne? Qu'est-ce qu'on souhaite que le public comprenne peut-être en allant voir cette pièce? Peut-être que c'est que le racisme intériorisé, c'est une violence contre soi-même, mais c'est aussi que pour beaucoup d'enfants et des adolescents où la pression d'assimiler est très fort, c'est aussi pour les enfants et des adolescents comme une stratégie de survivre. Mais ce que me fait heureux, c'est que maintenant, je pense que c'est moins pire que quand j'étais jeune, parce qu'il y a beaucoup plus de représentation dans les médias des Asiatiques, et c'est des représentations qui est bonne. C'est pas comme vous êtes plutôt des nerds ou vous êtes laides ou pas de stéréotypes. Oui, exact. Ouais. Maintenant c'est le monde de K-pop Demon Hunters et tout ça. Alors c'est vraiment comme hot maintenant et c'est cool, mais la représentation est très importante et la façon que si on a de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir? C'est aussi une question très importante, et finalement que la vengeance, même si on veut faire la vengeance, c'est pas sain, et on doit trouver une autre façon pour vraiment guérir. Mm-hmm. Mais c'est comme le rituel que tu mentionnais. Absolument. C'est justement ça. Oui, on veut cette vengeance, mais on cherche la guérison après. Absolument. Ouais, qui est très important. Oui. Et c'est fascinant cette conversation. Alors, la pièce de théâtre Bonne va commencer sous peu. Charlotte, est-ce qu'on a les dates justement? C'est du 19 au 29, donc ça commence ce mercredi. Et tu précisais tout à l'heure que Marie-Ève allait parler du coup avec deux invités qu'on a, donc ça sera ce vendredi avec Fanny Lynn et Vincent Blais qui vont un petit peu parler aussi de leur expérience en immigration. Ce sont deux personnes asiatiques qui vont parler avec Marie-Ève de leur vécu ici et de comment est-ce que on deal avec nos différentes cultures en fait finalement. Ça sera ce vendredi au Théâtre Cercle Molière. Un événement à ne pas manquer. Sophie G, merci énormément de passer ici dans les studios d'Envol 91 FM. Bon succès avec la pièce, comme on dit, merde, en français. Absolument. Charlotte Cagugnol, merci aussi de venir pour le Théâtre Cercle Molière, et quelle merveilleuse pièce à voir pour cette 100e saison au Cercle Molière. Merci. Merci.